La fin de vie, 36, 2. 3. Les dissections. La fin de vie, 36, 2. 3. Les dissections. La dissection est une ouverture du corps à but scientifique, pour perfectionner le savoir. Il semble que la mentalité soit moins prête à accepter cette intervention sur la personne morte. Il n'existe pas de justification directe et tous les interdits par rapport au corps semblent être réanimés par ce comportement. Les médecins sont souvent soupçonnés de s'être précipités pour agir. Ambroise Paré se donne le plaisir de raconter une histoire sur Vézal. Une personne prise d'une crise d'hystérie s'évanouit. Elle semble morte. Vézal est demandé pour l'ouvrir. Au bout du deuxième coup de rasoir, la personne commence à se mouvoir et donne des signes de vie. On explique ainsi le départ de Vézal de Madrid pour la cour d'Italie. Cela rappelle un problème d'actualité, la greffe d'organes. Avant qu'il ne se putrifie, il faut agir vite. Grand 4. Le médecin sa propre mort. Le médecin peut mourir de 3 manières à cause de l'exercice de sa profession. Châtiment légal de la faute professionnelle. Vengeance d'un puissant qu'un médecin avait mal soigné. La contagion. Grand A. Châtiment légal de la faute professionnelle. Il semble facile d'apporter la faute d'un médecin quand il cause la mort d'un patient. Un historien du 1er siècle raconte « Les médecins s'instruisent à nos risques et périls. Ils mènent leur expérience grâce au décès. Cela semble être un métier en dehors des lois. » À Rome, les juristes reconnaissent aux médecins et aux patients des droits et des devoirs. S'il y a du hasard dans la mort du patient, le médecin ne sera pas reconnu coupable. S'il y a faute de la part du médecin, par exemple ignorance du traitement qui aurait pu sauver la vie de la personne, le médecin est responsable. Dans la loi, il est donc possible d'accuser et d'inculper les fautes du médecin. La punition est la peine de mort. Les historiens relèvent un certain nombre de cas de peine de mort appliquée. Ces médecins n'étaient pas puissants. Ils n'avaient pas de famille, de groupe social assez fort pour les protéger. Les médecins puissants étaient condamnés à l'exil. Dans tous les cas, les médecins sont bien punis par la loi quand il y a faute professionnelle. Au Moyen Âge, on estime que le médecin n'est pas au-dessus des lois. S'il y a échec, infirmité ou mort du patient, c'est un délit relevant de la justice et pouvant entraîner une réparation financière. On ne voit ni peine de prison, ni condamnation à mort pendant tout le Moyen Âge, dans le monde occidental, mais des peines d'amende. Grand B. Vengeance d'un puissant. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a eu faute ou non. C'est le problème de la réaction de ces patients. À Rome, on ne voit pas de médecins châtiés parce qu'ils auraient échoué ou parce qu'ils auraient fait un tort à un puissant patient. Au Moyen Âge, il y a quelques cas de tyrans de la ville, mais aucune trace. Par exemple, certains rois de France sont devenus fous, notamment Charles VI, dans les années 1400. Quelqu'un a été appelé à son chevet pour donner des calmants, mais il échoua. Il fut décapité. Les soignants et même des médecins furent condamnés au bûcher par ce roi. C. La contagion. Dans l'Antiquité, les comportements des médecins grecs et romains sont très différents. À Athènes, dans les années 430 avant Jésus-Christ, une épidémie de peste a fait des milliers de morts.
Les historiens décrivent les médecins restant au chevet de leurs patients et payant un très lourd tribut. C'est un des corps professionnels où il y a le plus de morts. À Rome, ce n'est pas le même climat. Le chef de la famille romaine a la phobie de la maladie. Quand quelqu'un de sa famille est malade, il ne lui rend pas visite, il envoie un esclave. Avant de revenir, l'esclave doit se laver soigneusement. À Rome, les médecins partagent cette phobie. Dès les premiers signes de l'épidémie, ils mettent la plus grande distance entre eux et les malades. Des médecins comme Galien s'enfuirent au Moyen-Orient malgré leur qualité de médecin. Au Moyen Âge, il existe encore un contraste. Les médecins sont coincés entre deux exigences. Le réflexe de fuite par rapport aux maladies contagieuses conditionnées par les études et rester. Les médecins partagent cette phobie. Dès les premiers signes de l'épidémie, ils mettent la plus grande distance entre eux et les malades. Des médecins comme Galien s'enfuirent au Moyen-Orient malgré leur qualité de médecin. Au Moyen Âge, il existe encore un contraste. Les médecins sont coincés entre deux exigences. Le réflexe de fuite par rapport aux maladies contagieuses conditionnées par leurs études et rester. Des épidémies de peste éclatent en 1348 et tuent un tiers de la population européenne. Les médecins sont partagés entre fuir, comme on leur a appris, ou rester. Le fait de rester est une mentalité commençant à s'installer. Il faut donc faire son métier comme un devoir. À Paris, les médecins s'enfuient des foyers d'épidémie. Dans d'autres villes de province, les médecins restent pour soigner, sachant qu'ils peuvent mourir. Guy de Chauliac, chirurgien des années 1350, fait remarquer que ses confrères n'osent pas visiter les malades de peur d'en être infectés et qu'ils partent un peu trop facilement. Il reconnaît le risque réel de contamination et constate qu'un grand nombre de médecins ne veulent pas courir ce risque. Certaines municipalités ou certains seigneurs payent très cher les médecins pour les faire rester. Certains mettent un point d'honneur à rester soigner les malades. Guy de Chauliac reste pour éviter l'infamie, pour son amour-propre. Il n'osera pas s'absenter. On observe alors un début de dévotion. Guy de Chauliac propose des précautions insuffisantes. Mettre un linge sur le visage du malade, se protéger les voies respiratoires avec un sac de mauvaises odeurs. À l'époque, on croyait que les mauvaises odeurs repoussaient les germes de la maladie. Manger des fruits et des légumes bien lavés. Changer souvent de vêtements. Se laver les mains à l'eau. Malgré ces mesures d'hygiène, sur 8 médecins de Perpignan, 6 sont morts en restant soigner leurs patients. 5. Conclusion. On peut être déçu par les renseignements trouvés sur la réflexion théorique par rapport au problème de la relation de la mort chez le médecin de l'Antiquité ou du Moyen Âge. On peut être déçu. En revanche, on a beaucoup de remarques précises sur des problèmes matériels, psychologiques. C'est devant la mort de leur patient que le médecin sera jugé par la famille et les voisins. Ils seront qualifiés de bienfaiteurs selon leur comportement. Il se trouve bien un métier se mettant en place avec des règles de comportement.